Bienvenue sur le plateau du Grand Entretien. Nous allons parler d'un sujet de plus en plus d'actualité, l'habitat inclusif, avec deux personnes qui connaissent bien le sujet pour avoir rédigé un rapport sur ce type d'habitat ayant pour titre Demain, je pourrai choisir d'habiter chez vous. Mes deux invités sont les auteurs de ce rapport, sont Denis Piveteau, qui est conseiller d'État, et Jacques Wolfrom, qui est directeur général du groupe Arcade Vive. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Peut-être vous présenter à tour de rôle si vous le souhaitez, et ensuite après je poserai la première question concernant ce rapport. Monsieur Bien, Piveteau. bonjour, je suis donc Jacques Wolfrom, directeur général du groupe Arcade Vive, qui est un groupe qui réunit une trentaine de sociétés exerçant leur activité dans l'habitat, particulièrement dans l'habitat social, mais pas que. Et donc un groupe qui a 2500 salariés. Et j'ai eu la chance d'être co-rapporteur avec Denis Piveteau de ce rapport Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous, qui est un élément important. Ce avec est un élément clé du rapport. Et donc voilà, je suis très heureux de participer à cette émission et d'avoir l'occasion d'en parler avec vous. Monsieur Piveteau, une Oui, présentation. bonjour Denis Piveteau. Donc je suis effectivement, vous l'avez dit, je suis membre du Conseil d'État, mais ce n'est pas du tout à ce titre-là que j'ai été amené à travailler avec Jacques Wolfrom. C'est simple, je pense, au vu de la carrière qui a été la mienne dans le champ de l'action sociale, médico-sociale, ou parmi différentes fonctions que j'ai pu occuper au sein de l'assurance maladie ou au sein des administrations sociales, j'ai été le premier directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est en France l'organisme qui gère l'essentiel des financements qui vont en direction des personnes âgées ou des personnes handicapées pour couvrir leurs difficultés d'autonomie, que ce soit à domicile ou en établissement. Et je dirais que c'est à la fois nourri de l'expérience professionnelle qui est la mienne dans la gestion des dispositifs publics d'assistance d'aide à l'autonomie ou de financement de l'aide à l'autonomie, mais aussi je nourris de la conscience des limites du dispositif, à vrai dire, nourri de tout ce qu'il y avait d'insuffisant, ce que j'ai pu connaître dans les plans de création de places d'EHPAD, de médicalisation des places d'EHPAD, tout plan excellent par ailleurs, mais dont on voit qu'il n'apportait qu'une réponse incomplète, au fond, à la diversité des attentes et des besoins que j'ai été vraiment voilà, très, très attiré par l'idée d'investir une partie de mon temps dans ces perspectives nouvelles. D'accord. Alors pour commencer, je voulais vous titiller un petit peu et vous demander une définition précise de l'habitat inclusif. Monsieur Wolfrom? Alors, on l'a donné dans le rapport, en fait, pour nous. C'est un habitat partagé, c'est un habitat accompagné et c'est un habitat inséré dans la vie locale. C'est-à-dire la capacité pour des personnes en perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap de disposer d'un logement avec les services dont elles ont besoin, qui est au cœur de la vie locale. Voilà la définition que j'en donnerai, mais toi, Denis. Je donnerai la même et du coup, sans jouer le jeu des 7 erreurs, pour voir si on aurait, nous, toi et moi, des visions différentes, je la prolongerai en disant que le danger serait d'y voir une définition, précisément une définition. Et qui ferait qu'on est dedans, on n'est pas dedans, quand on a rempli un certain nombre de conditions très très précises, énumérables. Comme l'a bien rappelé Jacques, ce sont des épithètes qui manifestent un projet. Je veux partager ma vie, j'ai besoin d'être accompagné, je souhaite m'insérer dans la vie, et l'habitat n'est au fond que la condition de succès de ce triple besoin ou de ce triple projet. D'accord. Pour vous, il y a un profil on va dire de seniors, si on parle des seniors, pour ce type d'habitat, où il y a des profils? Monsieur Pu- Alors, comment dire il faut vraiment partir de l'idée de projet, c'est-à-dire, est-ce que qui a envie, au fond, qui a envie de vivre le collectif, un élément, un peu de vie collective, un peu de partage de vie par choix. Bon.
pas par contrainte, pas parce qu'on a été obligé de quitter son logement traditionnel, son logement historique, et que la seule option, c'était de vivre dans un établissement et du coup d'avoir une vie collective, mais par choix. Bon. Et alors ça, oui, il y a des gens qui ont je dirais, l'appétence, le désir, à un moment donné de leur vie, la capacité aussi, le minimum de capacité cognitive pour vivre un partage de vie comme un projet. Bon. Donc, on ne peut pas dire que n'importe qui, du jour au lendemain, aura le goût, l'envie, le désir de rejoindre ce type de projet. Bon. Pour autant, puisqu'il s'agit précisément d'accompagner la plus grande diversité possible de projets, euh, on a aussi envie de répondre, mais oui, tout le monde. Bah, puisque le but, si vous voulez, c'est de renverser les choses. C'est de se dire, on n'est plus en train de construire des boîtes en se demandant qui on va pouvoir mettre dedans et s'ils répondent aux conditions qu'on a mises sur l'entrée dans la boîte, mais il s'agit de partir des désirs de vie des gens et de savoir s'ils trouvent à s'exprimer. Si le désir, c'est de rester chez soi, ben, ça va très bien, mais il va peut-être falloir mettre en place des services. Si le désir, c'est d'avoir un environnement très étayant, très soutenant, très organisé, au fond, voilà, très, qui gère un peu toute ma vie, parce que c'est comme ça que je me sens plus en sécurité, ben, ça s'appelle un foyer ou un EHPAD. Bon, et puis, on peut avoir des désirs un peu intermédiaires, hein. On peut avoir des désirs plus complexes, faits de plus d'autonomie, de plus de choix, de plus de liberté dans les allées et venues, de qui je peux faire venir chez moi, la liberté d'organiser mon temps, sans pour autant pouvoir ou avoir envie de rester dans le domicile qu'on occupait. Et au fond, le pivotement qu'on propose, c'est pour ça qu'il est difficile de répondre un peu de but en blanc à votre question. Le pivotement qu'on propose, c'est de partir du désir des gens et de se demander, non pas dans quelle boîte on va pouvoir les faire rentrer, mais quelle est la boîte à outils dont des outils qui leur manquent pour, à plusieurs, réaliser leur projet. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent les EHPAD, les résidences services seniors, les résidences autonomie, l'habitat inclusif, il se situe où par rapport à ça, monsieur, peut-être Wolfram? Ouais, en fait, toutes ces formes d'habitat, résidence autonomie, résidence senior service, sont des formes d'une certaine manière d'habitat inclusif à partir du moment où elles garantissent le fait qu'on est chez soi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un chez soi, qu'on est autonome et que donc quand on ferme sa porte, on est chez soi et on a la vie qu'on souhaite chez soi. Et ensuite, il y a des fonctions qu'on partage ou il y a des éléments qu'on partage. Donc, comme l'a dit Denis justement, on a voulu éviter dans le rapport le fait de tomber dans la case, dans la définition d'un modèle, mais au contraire de promouvoir des outils pour accompagner les personnes qui avaient envie de ça. Et pour prolonger votre question précédente, la première enquête à laquelle on a été confronté au niveau du rapport, c'était une enquête dans laquelle on interrogeait les seniors de plus de 70 ans en leur disant comment vous vous voyez vieillir. 70% d'entre eux répondaient chez moi le plus longtemps possible. 2% disaient en EHPAD. Et le reste disait j'aimerais bien trouver une forme qui soit un chez moi, mais avec quelque chose autour. Et c'est au fond cette catégorie de gens, cette catégorie de désir qu'on a voulu accompagner avec les solutions qu'on a proposées à l'intérieur du rapport. D'accord. Dans votre imaginaire, un habitat inclusif quels sont les points importants pour qu'il soit inclusif? Il y a le côté privé et puis le côté un petit peu collectif, la liberté. Qu'est-ce qu'il y a d'autres éléments importants pour définir un habitat inclusif tel que vous l'imaginez, Monsieur Pif? Quelquefois, j'ai un peu, peut-être par provocation, mais j'aime dire que on doit, en rentrant dans un environnement de type inclusif, accompagné, partagé, inséré, hein, nous on l'appelle API, API comme la pomme d'API, bon, parce que, comme le disait Jacques, il y aura besoin d'accompagnement de gestes de la vie quotidienne, il y aura du partage de vie, de temps, d'espace commun, et puis il y aura cette idée que c'est ouvert sur l'extérieur, donc inséré. Bon. Et donc, on doit se poser trois questions, au fond, pour savoir si on est ou pas, quelle que soit la forme juridique, comme le disait Jacques à l'instant, pour savoir si on est ou pas dans un habitat API, inclusif. On rentre, effectivement, est-ce que
le professionnel qui intervient, on est chez lui ou est-ce que c'est lui qui est chez nous? Je connais des grandes chaînes d'établissements pour personnes âgées qui affichent même quelquefois dans leur slogan Bienvenue chez nous. Ben, bienvenue chez nous. Si on dit bienvenue chez nous, c'est que les personnes ne sont pas chez elles. Hein. Voilà. Et comme d'autres avant moi l'ont dit, il faudrait renverser le slogan en disant bienvenue chez vous. Bon. Alors, si on est capable de dire bienvenue chez vous, et qu'on sent ça, et que ça se sent, que le professionnel qui intervient est bien chez quelqu'un d'autre et pas chez lui-même, bon, c'est un premier signe. Un deuxième signe assez important, c'est de savoir si le collectif est un projet. Ce qui fait d'ailleurs que, a priori, un habitat inclusif, API, ça ne sera pas 40 personnes. On n'a pas un projet de vie à plusieurs, à 40. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs espaces de vie, plusieurs maisons, plusieurs bâtiments qui, au total, rassembleront 40 personnes. Mais l'unité de vie, elle est forcément une petite unité de vie. Alors, ce n'est pas un critère, il n'y a pas de seuil, on ne peut pas dire qu'au-delà de 8 ou au-delà de 10, on sortirait du schéma. Là encore, il faut éviter de faire tomber une norme, mais il faut qu'on puisse sentir que le collectif qui a fait le choix de vivre ensemble, c'est un collectif à taille humaine. Pour faire image, on peut tous se mettre autour de la même table si on a décidé de prendre des repas ensemble. C'est un peu l'image familiale. Hein. Une vie familiale, ça ne se vit pas à 40. Bon, donc, voilà, c'est le partage de vie, pour qu'il ait du sens, il doit être choisi, et pour qu'il soit choisi, c'est a priori des unités de taille modeste. Et puis, il y a un troisième élément, et ça, Jacques aura d'ailleurs sûrement beaucoup de choses à y ajouter, qui fait aussi une vraie rupture par rapport à des approches plus traditionnelles de l'accompagnement du grand âge, c'est qu'il faut que ce soit un logement dans lequel n'importe qui puisse imaginer assez naturellement pouvoir vivre, mais quand je dis n'importe qui, de n'importe quel âge et de n'importe quel état d'autonomie. Bon, ça ne veut pas forcément dire que moi, étant le fils ou le conjoint de la personne âgée ou ou le cousin, j'aurais envie d'aller habiter là. Mais il ne faut pas que ce soit une idée totalement hors sol. Or, je sais très bien, quand j'accompagne un parent âgé dans une maison de retraite, dans un EHPAD, que ça n'aurait aucun sens d'imaginer que moi-même je puisse y habiter, en tout cas maintenant. Bon. Et donc ça prouve que ce n'est pas un logement pour tout le monde. Bon. Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous. Jacques a eu raison d'insister sur le « avec ». Ça veut dire il faut que ce soit des logements qui soient potentiellement ouverts à tous. La question de savoir si c'est le désir d'y habiter est autre, mais il faut que ce soit des logements certes adaptés avec les espaces, les aides techniques qui permettent à des personnes ayant une faible mobilité de s'y retrouver, mais voilà, il faut être dans le logement ordinaire, enfin dans le logement de droit commun. Bon. Et cette idée de mixité possible du logement, du fait que ça peut être un projet pour une personne âgée, c'est son fils ou sa fille, ou pour un conjoint qui n'a pas du tout besoin d'un environnement médicalisé, c'est tout à fait fondamental dans le projet d'un habitat inclusif. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Wolfram? Non, moi j'ai gardé très fort dans toutes les visites qu'on a fait l'image de la table de salle à manger. Il y a le plaisir qu'on avait à se retrouver, personne travaillant dans le lieu, personne habitant à un moment pour faire quelque chose, pour jouer, pour partager un moment collectif. Et cette idée de la table de la salle à manger, finalement, donne un peu l'idée du projet de vie. On s'y sent bien et on s'y retrouve autour. Donc, comme l'a souligné Denis, moi, c'est cette image que je garde, c'est-à-dire que c'est d'abord un projet avant d'être des murs ou avant d'être des logements. Et c'est donc des gens qui ont envie de s'y retrouver. Et c'est vrai qu'autour d'une table de salle à manger, à 5, 10, 15, on peut passer des moments formidables. Et ça nous manque en ce moment. La question qui me vient, c'est est-ce qu'il ne faut pas une impulsion pour que ces projets naissent? Il y a quand même eu quelques projets, ou en tout cas j'en connais certains, ils se réunissent, ils ont du mal en fait ils ont du mal à savoir ce qui est, enfin, ils ont du mal à créer le projet. Est-ce qu'il ne faut pas un cadre et une sorte d'impulsion pour pouvoir aider les seniors ou d'autres personnes à créer ce type de projet, ou est-ce qu'il faut que ce type de projet soit créé par quelqu'un de l'extérieur? Justement, il manque ce cadre.
ou c'est Non, mais inconscient? oui, vous mettez le doigt sur la question essentielle. Peut-être la seule à retenir, s'il en fallait en retenir qu'une seule, c'est que à partir du moment où on a comme idée de partir des personnes, de partir d'un groupe, peut-être d'ailleurs un groupe qui est encore tout petit, une ou deux personnes qui se connaissent, mais qui seraient prêts à agréger autour de lui, sans forcément les connaître de très longue date, mais des gens qui partageraient le même désir de vie, hein. Il n'y a pas besoin d'être des amis de 30 ans, hein, et simplement, il faut avoir un projet en commun et de toute façon, on pourra toujours conserver la distance qui va bien. Chacun restera chez soi. Il ne s'agit pas non plus de tout. Voilà, on décide de ce qu'on mettra en commun en termes de temps, d'espace. Bon. Donc, à partir du moment où on part des gens, c'est vrai que la plupart du temps, une personne qui voilà, n'a pas les leviers, n'a pas l'expérience, n'a pas le savoir-faire, n'a pas le temps de pouvoir mettre l'énergie qu'il faut, frapper aux bonnes portes, obtenir les bonnes autorisations, dénicher le bon foncier, mobiliser les bonnes entreprises, trouver les bons services. Bon, ça, c'est pas possible. Et donc, une des dimensions importantes à mettre en place, c'est une toute autre politique publique, hein. C'est pas une politique publique descendante qui vous construit des murs et qui fait ensuite, voilà, qui fait rentrer des gens dans les murs qu'elle a construits. Ça, on sait faire en matière de politique publique. Il ne s'agit pas de partir des murs, il s'agit de partir des gens. Et alors, quand on doit partir des gens, la dimension d'aide territoriale à l'élaboration du projet, je dis territoriale parce que ça sera forcément des aides très disséminées sur le territoire, hein. Ce n'est pas de Paris qu'on va aider deux voisins à mobiliser l'énergie qu'il faut pour qu'avec le maire du village, une grande maison soit remise en état et que d'autres puissent venir s'y agréger. Donc, la dimension d'aide territorialisée à l'initiative, à l'ingénierie de projet, ça, c'est une des clés. Aujourd'hui, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres conditions, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais voilà, l'appui à l'élaboration du projet, à cette phase, au fond, qui fait que l'idée germe, mais qu'elle trouve ses premiers éléments de concrétisation, c'est aujourd'hui très important. Je n'exclus pas, pour être très clair tout de suite, que des structures d'une certaine taille développent ce savoir-faire et le proposent. Autrement dit, l'appui au portage de projets, à l'ingénierie de projets, on peut très bien imaginer, il faut même, si on est un peu raisonnable, imaginer que certains opérateurs vont le développer comme un savoir-faire qu'ils seront en capacité de déployer sur un grand nombre de territoires. Mais une chose est que l'opérateur qui vient en appui ait une taille critique suffisante pour être visible, pour être expérimenté et pouvoir apporter un appui conséquent. Une autre est que le projet lui-même soit un projet de taille importante. Or, ce n'est pas le cas. Les projets doivent rester des projets enfin, il faut que des projets puissent être de petits projets, il faut que les projets puissent être aussi variés que possible. En revanche, le savoir-faire d'accompagnement, le savoir-faire d'aide à l'émergence de projets, ça, je crois qu'il y a un métier à structurer. Il existe déjà. Il y a déjà des opérateurs qui le font, mais il n'est pas encore assez visible. Et une des propositions de notre rapport, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la première, parmi les 12 grands chefs de proposition que nous faisons, c'est de faire émerger cette personne que nous appelons le porteur du projet partagé, qui ne pense pas le projet à la place des gens, mais qui les aide, au fond, à le mener à bien. Bon. Et on l'appelle porteur de projet partagé, la personne 3P, voilà, PPP, porteur du projet partagé. Bon. Donc, il ne s'agit pas de faire à la place des gens, il s'agit de les aider à faire. Et ça, c'est vrai, vous avez raison, c'est aujourd'hui une des clés de l'émergence de ce type d'habitat. C'est au fond la condition équivalente à celle que serait celle du gestionnaire d'établissement. Hein. Quand on rentre par l'établissement, il faut des gestionnaires d'établissement. Là, quand on rentre par le projet des personnes, il faut des porteurs de projets partagés. Un groupe comme Arcade peut avoir un rôle dans l'habitat inclusif? Oui, bien sûr, l'ensemble des promoteurs, l'ensemble des bailleurs sociaux. Et donc, une des premières démarches qu'on a eues, c'est de réunir autour du rapport l'ensemble des associations et l'Union sociale pour l'habitat. Et donc, de fait, on a publié un manifeste assez récemment pour encourager le gouvernement à mettre en œuvre les propositions du rapport. Et on a dit l'Union sociale pour l'habitat et l'ensemble du tissu associatif sont prêts à s'engager, c'est-à-dire à accueillir les gens qui ont un projet pour concrètement les aider à le monter et pour concrètement les aider à l'organiser.
Dans le rapport, on a fait 2 propositions en se disant, de toute façon, ça partira du terrain, ça partira des maires, ça partira des acteurs associatifs, ça partira des personnes éventuellement. Et donc, on a dit 2 choses de notre point de vue comme condition de succès. La première, c'est de dire que dans chaque département, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la conférence des habitants, la conférence de l'habitat inclusif qui se réunissent, des acteurs, des financeurs de l'habitat inclusif qui se réunissent, et que ce soit le lieu où toute personne qui a un projet puisse aller frapper à la porte en disant j'ai un projet, vers qui vous m'orientez pour porter mon projet. Ça, c'est le premier point. Bien. Et le deuxième point, c'est qu'on croit beaucoup, parce que vous le savez, pour travailler sur les domaines de la silver economy, on croit beaucoup au réseau. C'est-à-dire à la capacité ensuite d'avoir des porteurs de projets qui vont se mettre en réseau pour apporter du soutien, dire tiens, moi j'ai fait telle expérience, j'ai fait tel montage de projet, j'ai obtenu tel financement. Et on a encouragé le gouvernement à animer ce réseau où tous les acteurs qui avaient envie de s'en saisir, d'animer ce réseau des porteurs de projets de l'habitat inclusif. Donc évidemment, les bailleurs sociaux, c'est dans leur mission de service d'intérêt général. Donc le fait d'être mis à contribution sur le sujet, c'était important. Et dans les annonces qu'a fait récemment le gouvernement, il y en a une qui est très positive, c'est-à-dire que dans le programme Petite Ville de demain, comme dans le programme Action Cœur de Ville, clairement le gouvernement a dit je mobilise des aides pour financer un certain nombre d'ingénieries de projets, c'est-à-dire accompagner un certain nombre de porteurs de projets. Parce qu'il y a aussi la capacité financière à faire. J'ai l'envie, j'ai le porteur de projet, il va falloir déclencher des études, donc il va falloir déclencher des moyens financiers, et il faut que ces moyens financiers soient soutenus pour que ça ait une réalité de réalisation. Donc c'est clé, hein, ce département. Et cette solidarité collective des acteurs, pardon, et effectivement, un des acteurs clés, c'est le département. On y reviendra en parlant de l'aide à la vie partagée. Mais vraiment, on a, parfois, on dit des choses qui nous tiennent à cœur. Si c'est vraiment un projet de société comme on le croit, c'est-à-dire un désir profond de toute une partie de la société française d'aller vers ces solutions pour mieux vivre son handicap, pour mieux vivre son vieillissement, pour accompagner son vieillissement, pour être acteur dans la période de vieillissement et garder cette dynamique-là, alors notre conviction, c'est que toute l'intelligence collective se mettra en place pour que les porteurs de projets ou ceux qui ont envie trouvent des personnes pour les aider à monter leur projet. D'accord. En vous écoutant, j'imagine qu'il faut de l'aide, enfin, je comprends qu'il faut de l'aide pour créer les projets. J'allais même dire un peu de coaching pour mettre tous les gens autour de la table d'accord sur l'orientation, l'objectif, les règles, etc. Et après, j'imagine qu'il va falloir une sorte peut-être d'aide dans le suivi. C'est quand quelqu'un va partir de l'aide, va quitter l'habitat partagé, une autre personne va revenir. Donc là, il va y avoir peut-être besoin d'aide, de recul pour pouvoir garantir la cohésion de la suite, en fait. Exactement. Et là, vous pointez du doigt un besoin qui n'a pendant longtemps pas été clairement identifié. Autrement dit, on se disait, quand les gens sont chez eux, ils ont des aides qui vont à la personne, des aides individuelles qui vont couvrir la santé. Ils ont en France, ça sera la sécurité sociale, l'assurance maladie. Ils vont avoir des aides au logement s'ils ont des revenus trop faibles. Ils peuvent avoir d'ailleurs, si les revenus sont très faibles, des revenus de substitution, enfin des minima sociaux qui leur garantissent un certain niveau de revenus. Ils vont avoir, y compris, alors ça c'est plus récent, mais pour leurs besoins d'aide à l'autonomie, pour se lever, pour prendre leur repas, ils vont avoir l'allocation personnalisée d'autonomie, des aides à l'autonomie, ou des assurances invalidité.
mais la fonction que vous venez de dire, autrement dit celle qui émerge lorsque on est chez soi, certes, mais on n'est plus tout seul. Il faut arriver à réguler quand même. Il y a des départs, il y a des arrivées, il y a même au quotidien toute une série de régulations que, bien sûr, on peut, quand on est, je dirais, jeune colocataire, on prend ça en charge spontanément soi-même, mais d'abord, ça peut être un peu plus lourd à porter pour des personnes âgées ou ayant des petites déficiences physiques ou intellectuelles. Et puis, comme on a quand même beaucoup investi, il y a des espaces communs à gérer, on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement au quotidien et dans la durée. Et ça, au fond, jusqu'à présent, ça s'est monté un peu, c'était un peu bricolé. C'est-à-dire qu'on mettait au pot commun les différentes aides dont j'ai déjà parlé, et voilà, dans la masse, on trouvait de quoi pouvoir financer en plus une aide particulière où on demandait à la personne qui, par ailleurs, faisait les soins, l'aide à la toilette, etc., d'avoir aussi cette fonction un peu de maîtresse de maison, de gouvernance, voilà, et de gestion dans la durée du dispositif collectif. Et alors, c'est ce point-là qui pose un problème parce que quand on est dans un établissement, ça, oui, ça c'est prévu. Enfin, je veux dire, c'est intégré dans la fonction. Voilà, l'établissement, il prend tout en charge et notamment cette fonction-là, on n'a pas besoin de l'isoler, de l'identifier à côté des autres. Voilà. Et alors, c'est ça, j'ai la cheville manquante en termes financiers. C'est que jusqu'à présent, la protection sociale, au fond, elle couvrait bien l'aide au logement, l'aide à la santé, l'aide à la perte d'autonomie, l'aide aux revenus, mais lorsqu'il fallait avoir un demi-ETP ou un ETP ou un ETP et demi pour gérer le collectif de 8-10 personnes, si les ressources n'étaient pas là, les ressources personnelles des gens n'étaient pas là pour le financer, il n'y avait pas, rien n'était prévu. Alors, il y a eu une première percée en France avec la loi Elan, la loi de novembre 2018, là, la loi d'il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui a inventé un forfait qui pouvait être obtenu sur appel à projet, qu'on appelle le forfait habitat inclusif. Donc, c'était un premier round d'essai. Et la proposition que nous avons faite dans le rapport, c'était de dire, si vous voulez vraiment changer de système, il faut donner à ce forfait le même statut que celui qu'ont déjà les aides personnalisées au logement, les aides de l'assurance maladie, l'APA, autrement dit, un statut d'une aide à la personne et pas un forfait géré, versé sur appel à projet, un gestionnaire. Il faut que ce soit vraiment intégré dans le droit commun des aides à la personne, des aides qu'une personne peut toucher dès l'instant qu'elle rentre dans un projet de ce type. Et c'est ce que nous avions appelé dans notre rapport avec Jacques l'aide à la vie partagée. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une aide qui n'a de sens que si on partage à plusieurs une vie et elle est là pour couvrir les fonctions que vous disiez. Bon. Et alors, le point quand même très fondamental dans l'impulsion voulue par le gouvernement à ce type d'habitat, c'est que l'aide à la vie partagée a été créée dans la loi 6 mois après la sortie du rapport. Bon. Depuis le 1er janvier dernier, cette aide à la vie partagée, elle est inscrite dans la loi, enfin dans le Code de l'action sociale et des familles, et elle est en train de se mettre en place, comme le disait Jacques tout à l'heure, sur un financement départemental. C'est-à-dire qu'on a dit c'est les départements qui vont payer. Alors, évidemment, comme les départements ne sont pas forcément toujours, enfin, ils sont aujourd'hui très sollicités sur des tas d'aides, aussi bien dans le champ médico-social que social, que dans le domaine de la lutte contre l'exclusion. Du coup, il y a une garantie, en quelque sorte, qui a été inscrite dans la loi d'une couverture à 80% des dépenses des départements par la solidarité nationale. Autrement dit, c'est un mécanisme, alors qui est évidemment un peu compliqué, parce que c'est le département qui va faire l'avance, en quelque sorte, mais il sera remboursé à hauteur d'au moins les 8/10 de ses frais par des fonds qui sont des fonds collectés au niveau national par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il y a un point dans votre rapport qui m'a interpellé, puis en plus qui est un peu d'actualité, c'est en quoi est-ce que l'API est un instrument d'attractivité des métiers de l'aide à domicile? Alors, il y a plein de points dans votre rapport, mais c'est ce point-là que j'aurais voulu un petit peu voir avec vous, surtout que c'est un sujet qui est hyper d'actualité de sphère de vie. En quoi est-ce que ça participe, votre vision participe à l'attractivité de ce métier qui en a vraiment besoin d'ailleurs? Alors, moi, je répondrai, puis Denis complétera. Moi, j'ai retenu 2 choses là-dessus, deux éléments clés. La première, c'est que cette fonction de coordination, cette fonction d'animation à la vie partagée,
dans un habitat API. C'est une fonction qui n'existe pas aujourd'hui dans l'ensemble des fonctions qui sont portées dans les aides à domicile. Oui. Et c'est donc une possible évolution de carrière pour un certain nombre de salariés des aides à la personne vers une mission nouvelle, qui est une mission d'animation, qui est une mission d'animateur, qui pourrait donc, au moment où ça devient fatigant, au moment où on est fatigué, parce que c'est physique, souvent les métiers de l'aide à la personne, ce sont des métiers qui sont moins physiques, mais sur lesquels l'expérience qui a été acquise pendant des années en rendant le service aux personnes, physiquement en accompagnant les personnes, peut représenter une évolution professionnelle. C'est le premier aspect des éléments. Deuxième aspect, c'est qu'à partir du moment où on va se regrouper à plusieurs, eh bien, on va donc du coup former un collectif de 8-10 personnes qui toutes vont avoir besoin d'aide à la personne individuelle et qui pourraient choisir, ça n'est absolument pas une obligation, mais qui pourraient choisir de se doter du même service à domicile. Et dans le rapport, on a même prévu que si le projet le voulait, la personne qui rend l'aide et l'aide individuelle à domicile pourrait loger dans le projet, sur place. Ce qui veut dire moins de fatigue, plus de proximité au niveau des personnes et de la capacité à rendre un service mutualisé plus efficient. Encore une fois, j'insiste bien, si c'est le projet, si c'est l'envie des personnes, parce que c'est la liberté qui est à l'intérieur. Donc, ce sont deux éléments pour nous qui sont importants, nous semble, enfin pour moi, qui étaient importants de l'attractivité des métiers. Denis, en complément. Oui, et en complément, et à l'unisson, enfin dans le même fil, j'aurais envie de dire, et vous n'êtes pas effectivement le premier à poser la question, elle est essentielle. D'abord que c'est un élément d'attractivité, c'est aussi un élément de vigilance, c'est-à-dire que ça ne fait que renforcer la nécessité pour les pouvoirs publics de se saisir de toutes les difficultés qui s'attachent au service d'aide à la personne, parce qu'on vient on se tourne encore plus vers eux. Hein. D'une certaine façon, plus on fait du domicile et du domicile partagé, et plus on a besoin de ces métiers d'aide à la personne. Donc, d'un certain point de vue, on pourrait dire vos projets d'habitat API, ils chargent la barque, là, ils rendent les choses. Et c'est déjà difficile voilà, d'avoir une réponse à tous les besoins et toutes les tensions qui pèsent sur les services à la personne. Vous allez augmenter encore la pression qui s'exerce sur eux. Alors, c'est pas faux. Enfin, d'une certaine façon, l'habitat API, je dirais, rend encore plus aigu la nécessité d'avoir de vraies réponses en termes statutaires, professionnels, pour les services à la personne. Mais, après avoir dit ça, parce qu'il faut avoir une vision complète des choses, je dis exactement ce que vient de dire Jacques et ce par quoi vous aviez ouvert votre question, c'est que ce n'est pas simplement un problème en plus, c'est aussi une réponse. Et c'est une réponse, je dirais, il suffit d'y aller. Ben, allez-y, dans un habitat partagé où des auxiliaires de vie interviennent, en étant logés sur place ou pas d'ailleurs, mais interviennent au bénéfice du collectif avec lequel elles partagent les repas, et qui est un petit collectif. Et vous verrez que très souvent, d'ailleurs, elles ont un passé dans les services d'aide à la personne et elles y retourneraient pour rien au monde. Bon, je veux dire, il ou elle, je dis elle parce que c'est fréquent, c'est presque toujours des femmes, sont très très contentes de pouvoir avoir ce lieu d'exercice qui, d'abord, en termes de rapport au temps, c'est un temps passé qui n'est pas un temps passé dans la voiture à courir d'un endroit à un autre. Par rapport au métier, c'est un métier beaucoup plus responsabilisant et varié. Vous savez, on dit beaucoup de choses aujourd'hui dans le cadre des services à la personne, sur les services autonomes. On reprend le système Buurtzorg des Hollandais et on dit, voilà, créer des petites équipes qui gèrent elles-mêmes leur emploi du temps, qui sont très autonomes
autonomes dans l'organisation de leur travail. Enfin là, on l'a tout de suite, si vous voulez. On vit une journée avec les personnes, aussi bien, enfin, dans tous les moments dans tous les moments de la journée. C'est une vie partagée, on participe à une vie partagée. Donc on n'est pas uniquement dans le geste technique, on a un rapport au temps et aux gens qui est inséré dans une vie partagée. Donc ça bouleverse complètement le rapport au métier et en termes d'autonomie. Et puis je dirais, dans cette idée du rapport au temps et aux gens, il y a peut-être aussi un retour du sens. Voilà. Un retour du sens et de ce que signifie l'accompagnement. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi ce métier, la plupart l'ont choisi avec une volonté de pouvoir aller assez loin dans la relation, voilà, de pouvoir être dans un sentiment d'utilité. Voilà, on sent que ces dimensions de partage de vie, bien au-delà de l'exécution un peu répétée de gestes techniques consistant à courir de gauche à droite pour aller faire la toilette et ensuite embrayer une autre toilette, et on va transforme très profondément le sens qu'on donne à son activité professionnelle. Dans votre rapport, si on revient à votre rapport concrètement, vous écrivez qu'il y a 12 freins, vous détaillez 12 freins. Est-ce que vous pouvez, par exemple, chacun expliquer un frein qui freine pour l'instant ou qui a freiné pour l'instant le développement de votre vision de l'habitat pays? Monsieur Wolfram? Dans la construction du rapport, en fait, on a eu 2 temps. En premier temps, on a réuni tous les gens qui formaient l'Observatoire de l'habitat inclusif, tous ceux qui gravitaient, qui avaient des expériences autour de l'habitat inclusif, et on leur a dit, dites-nous, quelles sont vos difficultés, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui aujourd'hui est un frein pour le déploiement de ces solutions. Et donc, on les a listés, on les a reclassés, on les a réunis, tous les gens qui nous avaient fait confiance, et on leur a dit, voilà, nous, on a trouvé 12 freins principaux. Est-ce que on est bien d'accord avec ça? Et la réponse a été de dire oui. Là, avec ces 12 freins, vous avez vous avez pointé les points de fragilité principaux. Et ensuite, on s'est attaché à faire des propositions concrètes face à chacun de ces freins pour y répondre. Le premier frein, c'était il n'y a pas de financement pour l'aide pour la vie partagée. Création de l'aide à la vie partagée. Deuxième frein, c'est on n'est pas reconnu comme une personne, notre statut n'est pas reconnu comme accompagnant d'un projet de vie partagée. Donc, on a proposé l'institution, la création d'un langage partagé autour du 3P, la personne morale porteuse du projet partagé. 3P. Bon, concrètement. Alors, un frein qui m'a beaucoup surpris, moi, parce que je nous pensais vertueux en tant qu'organisme HLM, et les associations ont dit, un frein majeur, ce sont les organismes d'HLM qui ne veulent pas réaliser ce type de projet. Oui, je comprends. Alors, boum. Donc, moi qui étais là pour témoigner de l'investissement des organismes d'HLM à l'intérieur, et ensuite j'ai compris. Il n'y a pas de financement. C'est ça, c'est ça. Il y a des multiples problèmes d'attribution. C'est ça. Il y a des multiples problèmes réglementaires qui étaient à lever. Ça n'était pas possible dans l'existant. Donc, en territoire tendu, on n'avait pas de réponse rapide sur les solutions parce qu'il y a une concurrence terrible entre les besoins d'habitat. Et à chaque fois, on a proposé un dispositif pour lever ça. Un prêt panier qui résout les problèmes d'attribution, qui résout les problèmes de financement en une fois et qui permet le financement des parties communes. Une technique qui permet de bénéficier de l'APL majorée ou de la L majorée, parce que comme il y a du financement des parties communes, on a besoin d'une aide complémentaire. Un dispositif. Et donc, on s'est attaché comme ça à lever tous les freins. Une des critiques qu'on a fait au rapport, c'était de dire, finalement, vous avez beaucoup parlé du logement social. Oui, on a beaucoup parlé du logement social à l'intérieur du rapport, parce que c'est le plus réglementé qui existe, et c'est là où il y a tous les freins. Si on décide de faire ensemble un habitat participatif, de se faire construire une maison ensemble à plusieurs, il y a très peu de freins pour la réalisation de ça.
si un bailleur privé a envie de réaliser ça, il a très peu de freins pour mettre en œuvre le dispositif. Donc, on s'est concentré effectivement beaucoup sur le logement social et aussi parce que ça permettait de proposer dans les formules locatives ce qu'il y a de moins cher. Donc, du coup on s'est attaché à ça. Et comme ça, frein après frein, on a essayé d'apporter des réponses concrètes qui étaient les nôtres, alors qui sont discutables, hein, comme toutes, mais pour toutes, on s'est attaché à l'opérationnalité de la solution, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut être mise en œuvre très rapidement? La réponse est oui, s'il y a de la volonté. Et donc, on a utilisé tout ce qui existait dans la réglementation, on a capté tout ce qui existait dans la réglementation pour essayer de le mettre à disposition sans qu'il y ait besoin de nouveaux textes ou de nouveaux règlements. Voilà, donc ça a été comme ça. Denis, d'autres... Oui, on pourrait, bien sûr, on pourrait continuer l'énumération des freins, mais voilà, je pense que la logique a bien été perçue. D'ailleurs, le chiffre de 12, c'était un peu parce qu'il faut, voilà, il faut à un moment donné faire des regroupements et on n'allait pas sortir 90 freins, bon, et on n'allait pas prétendre qu'il n'y en avait que deux. Donc, voilà, le découpage, lui, est quand même assez arbitraire. Bon, ça montre quand même qu'il y en a beaucoup. Voilà. Ça montre quand même qu'il y en a beaucoup. Et alors, comme toujours, hein, il suffit, pour qu'un véhicule soit bloqué, il suffit qu'il y ait une roue qui soit bloquée, ou il y a un frein qui ne soit pas levé. C'est un peu ça la difficulté de l'exercice aujourd'hui. C'est que, alors même qu'il s'agit de faire quelque chose d'assez simple, puisqu'il s'agit d'habiter chez soi et de vivre le plus normalement possible, au fond, faire simple, c'est difficile. Faire simple, c'est difficile parce que quand on vit dans la vie ordinaire, si vous voulez, lorsqu'il n'y a pas un gestionnaire qui va s'occuper de tout. Du coup, l'administration, il y a des tas d'administrations avec lesquelles on est en contact, il y a des tas de financeurs différents, elles ont toutes leurs stratégies, elles ont toutes leur vocabulaire, elles ont toutes leur culture, et on se heurte à l'éparpillement, au fond, des responsabilités administratives. On se le prend vraiment dans la figure. Il n'y a pas aujourd'hui dans l'appareil public, je ne dis pas simplement de l'État, mais de l'État et des collectivités territoriales. Justement, un des freins, c'était, mais vous ne vous rendez pas compte, quand il s'agit pour le moindre tout petit projet, j'ai 12 interlocuteurs qu'il faut que j'arrive à convaincre tous les 12 et qui ne se parlent pas entre eux. Et quand j'en ai convaincu 11, il reste encore le 12e. Bon. Et à lui seul, il peut tout bloquer. Bon. Et puis, une fois il est d'accord, c'est le premier qui finalement... Bon. Et donc, cette complexité administrative objective, pas simplement parce que les personnes ne sont pas compétentes, c'est qu'elle est objectivement complexe, nous aurions aimé pouvoir la lever, Jacques et moi, en disant, écoutez, c'est très simple, ce frein, nous l'avons identifié, on va vous définir un responsable. Il y aura un chef de file territorial qui, malheureusement, en l'état actuel des données administratives, de la législation telle qu'elle est, on ne pourra pas trouver une personne qui soit à la fois responsable des problèmes de santé, des problèmes de logement, des problèmes de services, des problèmes... ou alors il faudrait une révolution constitutionnelle qui n'était quand même pas à notre portée. Et donc, d'où le point très fondamental, qui est peut-être un pis-aller, mais après tout, c'est aussi dans une finalité d'opérationnalité que disait Jacques tout à l'heure. La clé, c'est l'installation sur les territoires de cette conférence des financeurs. La conférence des financeurs. Et ce que je trouve important, c'est que dans le cadre de l'aide à la vie partagée, donc qui est cette première aide que le gouvernement vient de créer sur le plan législatif, il est prévu que cette aide, puisqu'il faut que la CNSA la finance à 80%, hein, le taux de couverture et de garantie nationale, il est prévu qu'elle soit engagé dans le cadre d'un contrat passé entre la CNSA et le département, parce qu'on ne verse pas 80% d'une aide sans avoir passé un contrat. Or, ce contrat, ce n'est pas simplement un contrat sur une aide. C'est aussi un contrat un peu global dans lequel les instances nationales et le département dialoguent autour de c'est quoi nos éléments de convergence sur les politiques en matière d'habitat partagé, d'habitat inclusif, d'habitat happy. Et parmi les éléments qui devront figurer dans ces contrats, et les premiers sont vraiment sur le point d'être signés. Donc, je vous parle là de choses qui sont pas du tout des rêveries utopiques. Il y aura la mise en place de cette conférence des financeurs. C'est un élément tout à fait décisif qui n'est pas nécessaire pour l'aide à la vie partagée, mais qui est nécessaire pour que des projets puissent véritablement trouver un cercle qui soit capable de les accueillir et de les porter. Je vous propose qu'on fasse la conclusion.
en termes de conclusion, vous l'aurez compris, au travers de ce rapport, d'abord, c'est des convictions personnelles profondes que celle de donner le choix à des gens dont aujourd'hui on considère que c'est finalement une contrainte, une charge. Le vieillissement, c'est une complexité. Le handicap, c'est une complexité. Ben, on a voulu faire en sorte que ça devienne simple, c'est-à-dire qu'on soit ouvert, accueillant, que finalement on fasse du vieillissement, du handicap, une possibilité de simplement vivre ensemble, du vivre ensemble. Et voilà, si on retient une chose, on a voulu permettre à tout le monde de vivre ensemble euh, en ayant un projet qui lui ressemble. Et de surcroît, on a voulu faire le pari de la confiance. Et là où on nous a proposé beaucoup de réglementation, on a proposé de la convention, du désir d'acteurs de se regrouper pour porter un projet de société. Et on est aujourd'hui encore hyper engagé avec Denis pour accompagner ça, parce que s'il y a une dynamique sociétale qui s'enclenche, alors l'habitat partagé, accompagné et inséré dans la vie locale existera. Ce sera une chance pour ceux qui veulent vieillir ensemble, et ce sera une chance pour ceux qui veulent vivre ensemble. Merci à tous les deux. Merci Denis Pifto, merci Monsieur Jacques Wolfrom, tous les deux co-auteurs d'un rapport. Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous. Et pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez télécharger ce rapport avec le lien qui est sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci, au revoir.